Alors, merci déjà à toutes et à tous d'être là. Ça fait plaisir de vous rencontrer et de vous voir. Donc, je vais vous présenter mon parcours, donc ce que j'ai fait en fait pour en être là aujourd'hui. Et puis après, on parlera un peu plus aussi de ma thèse sur les microplastiques dans les lacs alpins. Si vous avez des questions pendant l'intervention, vous n'hésitez pas, vous pouvez lever la main et puis me poser les questions. On n'est pas obligé d'attendre la fin. Ça peut être interactif, il n'y a pas de souci. Alors, donc pour commencer mon parcours, donc à l'origine, je suis alsacienne et alsacienne passionnée de plongée sous-marine depuis toute petite, donc ça va pas forcément très bien ensemble, mais j'ai commencé la plongée sous-marine en piscine en Alsace du coup, et puis dans les lacs, parce que bon, on n'a pas la mer, et donc j'ai vraiment été passionnée par ça depuis toute petite. Et donc tout naturellement, j'ai fait un baccalauréat scientifique avec une option sciences et vie de la Terre, parce que c'était vraiment ma matière préférée, en fait, la biologie au lycée. Et ensuite, j'ai hésité après le lycée à faire médecine ou aller plus vraiment en biologie, faire une licence de biologie. Donc j'ai quand même testé une première année de médecine, mais c'était un peu trop stressant pour moi. Du coup, j'ai arrêté et je me suis réorientée en biologie, du coup en licence de biologie, comme si j'ai bien compris la majorité d'entre vous. Donc j'ai fait 2 ans et demi de licence en biologie à l'université de Bourgogne, à Dijon. Et ensuite, pour le dernier semestre donc, de licence 3, je suis partie à Budapest en Hongrie, en Erasmus, pour terminer ma licence là-bas. Et ensuite, là, il a fallu se spécialiser, et ce sera bientôt le cas pour certains d'entre vous aussi. Et là, c'était la grande question. J'avais toujours entendu qu'en biologie marine, il n'y avait absolument pas de débouchés. Du coup, j'ai beaucoup hésité. Et puis, je me suis dit, allez, je suis ma passion. Et puis, normalement, quand on suit sa passion, ça devrait fonctionner. Donc, je suis allée en master de biologie marine, en première année. Et cette fois-ci, c'était à l'université Bretagne Sud à Lorient. Donc là-bas, j'ai passé à peu près 6-7 mois. Et en fait, lors de cette première année, j'avais aussi des unités d'enseignement à la station biologique de Roscoff, donc un peu plus au nord de la Bretagne. Et il y avait d'autres stations de marine en fait, où on bougeait au fur et à mesure. Et ça, c'était vraiment chouette parce que ça nous faisait rencontrer plein de monde. Donc et puis aussi d'autres universités en fait, parce qu'il y avait l'université Bretagne Sud et d'autres facs qui étaient là-bas aussi en enseignement. Donc en fait, on se mélangeait un peu entre universités. Et ensuite, pour le Master 2, j'ai continué en biologie marine, et là je suis allée à l'université, anciennement Pierre et Marie Curie, qui est maintenant à la Sorbonne. Donc toujours en biologie marine. Bon, par contre, la biologie marine, là-bas, on reste pas très longtemps à Paris parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose à faire d'un point de vue biologie marine. Donc j'y suis restée 2 semaines. Et pareil, en fait, la fac de Paris a plein de stations marines, notamment celle de Roscoff, mais aussi une à Bagnols-sur-Mer et une à Villefranche-sur-Mer. Et donc, en fait, on peut rester 2 semaines à Paris, suivre un enseignement. Et ensuite, on part, par exemple, 1 mois en station marine à Roscoff, après à Bagnols, après à Villefranche, et on suit comme ça toutes nos yeux. Donc voilà, ça c'est pour mon cursus avant mon doctorat. Et entre-temps, j'ai dû faire 2 stages, donc un stage de Master 1 et un stage de Master 2. J'ai pas du tout fait de stage en licence, parce qu'à cette époque, ça se faisait pas trop, donc j'en ai pas fait. Et du coup, pour le stage de Master 1, j'ai continué à suivre ma passion donc pour la biologie marine, mais aussi pour les régions polaires. Et donc là, je suis partie sur l'archipel du Svalbard, qui s'appelle aussi le Spitzberg, que vous connaissez peut-être. Donc il est situé tout là-haut, ça fait partie de la Norvège. C'est un archipel qui est encore au-dessus de la Norvège et qui est à peu près à 1000 km du pôle Nord. Donc c'est vraiment un désert arctique. C'est magique. Si vous avez un jour l'occasion d'y aller, je vous le conseille fortement, parce qu'on se prend vraiment une claque de nature, quoi. Et j'étais déjà sensibilisée à l'environnement avant d'aller là-bas, mais là ça m'a vraiment mis une grosse claque, et je me suis vraiment dit qu'il fallait que je sois utile pour la préservation de l'environnement. Donc je suis partie là-bas, et là c'était un stage
de 2 mois, de 9 semaines exactement, au sein de l'université Centre Svalbard, qui s'appelle UNIS, et qui est situé à Longyearbyen. C'est un tout petit village, un des seuls villages en fait de l'archipel, où il y a à peu près 2000 habitants. Donc c'est tout petit, et il y a une seule université, c'est en fait l'université la plus au nord du monde, qui est très, 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 très chouette. Et là-bas, j'ai travaillé sur... c'était vraiment de la biologie moléculaire, mais axée sur le marin. Et on travaillait en fait sur le développement des efflorescences de printemps des microalgues. Des microalgues qui s'appellent Phaeocystis puccetti. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une efflorescence, c'est juste le moment en fait au printemps où les microalgues se développent et se concentrent très fortement dans l'océan ou dans la mer. Et c'est ça en fait qu'on étudiait. Et on essayait de voir la différence entre les apparitions de ces efflorescences selon les années, et du coup voir s'il y avait un impact avec le réchauffement climatique. Voilà, et donc on a fait pas mal de terrain aussi pendant ce stage. On est parti à bord de Zodiac dans l'océan Arctique pour faire nos échantillonnages, aussi à bord d'un brise-glace comme vous voyez là. Ça c'est un brise-glace qui était prêté par l'armée norvégienne, l'armée des gardes-côtes en fait, qui permettait à par exemple une dizaine de scientifiques de venir à bord, et on pouvait naviguer avec eux et faire nos échantillonnages. Par contre, s'il y avait un incident ou quelque chose de très grave, là on arrêtait nos échantillonnages et puis ils faisaient leur travail, quoi. Et c'est arrivé, bien sûr. Il y a des personnes, on avait dû arrêter complètement nos échantillonnages parce qu'il y avait des personnes qui faisaient de la motoneige dans les fjords du Svalbard, donc dans l'océan Arctique en fait, à une certaine période de l'année. Et maintenant c'est encore moins clair. Enfin, avec le réchauffement climatique, la glace, on appelle ça la sea ice, c'est la glace de mer, est de plus en plus fine, et parfois elle peut craquer quand on se balade dessus. Et là c'était arrivé, donc on avait arrêté nos échantillonnages, et on était allé direct sauver les gardes-côtes, pas moi, sauver les personnes qui étaient en motoneige. Voilà, et enfin, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je fais avec un fusil sur la photo. Ça va peut-être vous donner moins envie d'aller là-bas, mais c'est pour les ours polaires. Donc quand on arrive en fait à l'université du Svalbard, on a une formation de Polar Bear Guard. Donc en fait, on apprend à tirer tout simplement au fusil dans une sorte de grand cercle glaciaire. Et aussi, on apprend à tirer avec un petit pistolet de détresse en quelque sorte pour faire peur à l'ours s'il se rapproche un peu trop de nous. Bien sûr, j'ai pas eu à l'utiliser, heureusement, mais c'est déjà arrivé. Et pour terminer sur le cursus, là, pour mon stage de Master 2, donc j'ai fait un stage de fin d'études en Islande. Alors, c'était pas dans une université, c'était au sein d'une entreprise, enfin on appelle ça une entreprise gouvernementale, mais bon, c'est une genre d'entreprise. Et pareil, toujours axée sur la biologie moléculaire. C'est une entreprise qui s'appelait Matis. Et là, j'essayais de développer un système CRISPR-Cas9 thermostable. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, peut-être. C'est un système qui est révolutionnaire, enfin, on en a beaucoup parlé ces dernières années, qui est très révolutionnaire, et en fait qui nous permet de couper l'ADN un peu comme on veut, à n'importe quel endroit, et de rajouter le gène qu'on veut, ou d'enlever le gène qui ne nous plaît pas. Voilà, c'est un peu de la cuisine moléculaire. Et là, on travaillait sur des bactéries thermophiles, donc des bactéries qui vivent dans des environnements extrêmement chauds, notamment dans les geysers en Islande. Voilà, ça pour le cursus. Et sinon, en sortie de master, oui. J'ai une question. Du coup, vous avez parlé de tous vos stages, et vous les avez trouvés parce que c'est quand même des stages qui ont l'air d'être assez extraordinaires, et vous les avez trouvés comment? Enfin, vous avez cherché, vous avez eu des... Alors, en fait, pour le stage de master 1, donc au Svalbard, c'est une étudiante en master 2 qui partait faire son stage de fin d'études là-bas pendant 6 mois et qui m'en a parlé un soir. On est allé boire un coup, elle m'a dit ouais, moi je pars au Svalbard. Je dis mais moi aussi je vais y aller.
Et du coup, je lui ai demandé, t'as fait comment Et donc, elle m'a donné des contacts. Et en fait, elle était tout simplement allée sur le site de l'université du Svalbard. Il y a différents départements, par exemple biologie arctique, où il y a plein d'autres départements. Et à chaque fois, on a les adresses mail des différents chercheurs. Et j'ai tout simplement envoyé un mail à une des chercheuses dans ce département de biologie arctique, et elle m'a répondu au bout de quelques semaines, et ça s'est fait comme ça en fait. Donc faut vraiment oser parfois y aller un peu au culot, mais et pour le stage de Master 2, ça c'est mes encadrants de Master 2 qui m'en avaient parlé, parce qu'ils avaient une genre de collaboration un peu avec l'entreprise. Donc il y avait souvent des étudiants qui allaient là-bas. Donc c'est comme ça que j'ai pu y aller. Mais oui, si vous cherchez des stages, il ne faut pas hésiter à vraiment chercher les adresses mail des personnes et les contacter directement. Et ensuite, à la suite de mon master, donc j'ai été diplômée en décembre 2018. Et là, on a été un peu, enfin tous les diplômés un peu, on va dire, jetés dans la nature. Et puis il a fallu se débrouiller tout seul. Et donc j'ai postulé à plein d'offres d'emploi, de CDD, de CDI, d'ingé, de technicien de laboratoire, vraiment de tout. Et j'ai eu beaucoup pas d'interviews, mais d'entretiens, voilà, merci. Beaucoup d'entretiens, mais à chaque fois, donc les personnes avaient l'air très contentes du parcours. Mais ce qui manquait toujours, c'est l'expérience professionnelle, apparemment. Mais c'est vrai qu'en sort de la fac, parfois c'est un peu difficile d'avoir beaucoup d'années d'expérience, donc c'est ça qui clochait. Bref, et du coup, en attendant, j'ai trouvé un programme, une annonce sur LinkedIn, un programme de leadership au féminin. Vous en avez peut-être déjà entendu parler aussi. Il y a la 3e promotion qui a été choisie là il y a quelques jours, qui s'appelle Earthship Sisters. Et donc ça, c'est un programme en fait qu'on peut suivre pendant 9 mois, qu'on soit étudiant, qu'on soit salarié ou pas. Et ça nous permet de développer un projet pour l'environnement et puis aussi de travailler sur son propre développement personnel. Donc je me suis dit que j'avais tout à gagner, donc je me suis inscrite. Donc j'ai été retenue et j'ai suivi ce programme. Donc en fait, on se retrouvait pendant plusieurs week-ends pour vraiment commencer à développer des projets. Et on est aussi parti pendant 2 semaines à bord de ce voilier. Enfin là, c'est un catamaran. Et on avait aussi d'autres voiliers à côté pour faire de la sensibilisation. En fait, on a fait le tour de la Corse et aussi on a longé la Côte d'Azur. Et on s'est arrêté dans plein de ports pour sensibiliser le jeune et le grand public, des scolaires, à la préservation de l'environnement. Voilà. Donc comme ça, j'ai pas trop perdu de temps pendant que je cherchais un emploi. Et du coup, pour vous en parler rapidement, le projet que j'ai fondé pendant ce programme, il s'appelle Takapoka. Il y en a certains peut-être qui en ont entendu parler. C'est tout récent. C'est tout récent, donc le site internet en fait a ouvert en décembre. Et le projet a vraiment pris vie seulement en décembre, donc il y a à peine 3 mois. C'est un sac éco-conçu et français pour ramasser les déchets en pleine nature lors des activités de tout à chacun, donc que ce soit nautique, terrestre, randonnée, snorkeling, plongée, etc. Donc voilà, c'est un sac qui est 100% en lin bio fait en Normandie. Donc j'ai vraiment essayé en fait de concevoir un produit le plus éco-responsable possible. Et en fait, il est sorti seulement il n'y a pas très longtemps, donc j'ai continué ça en parallèle de mes 2 premières années de thèse. Donc c'était un peu folklorique, mais maintenant ça va mieux. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, il y a les sites internet, les réseaux sociaux, et vous aurez plus d'informations si vous voulez. Et donc pour en revenir un peu plus au vif du sujet, donc après ce programme Earthship Sisters, j'ai vu une offre de thèse, donc impact et transfert des microplastiques dans les lacs alpins, proposée par le laboratoire EDITEM de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Cette thèse, elle a été proposée, c'était au mois de juin 2019.
Et donc j'ai été retenue pour faire cette thèse, mais il fallait d'abord que je passe le concours de l'école doctorale parce qu'on n'avait pas de financement extérieur. Donc je ne sais pas si vous savez, mais ça fonctionne comme ça pour les thèses. Soit les laboratoires ont des financements extérieurs et du coup vous allez au laboratoire et puis c'est bon, vous n'avez pas de concours à passer ou quoi que ce soit. Ou alors juste des concours avec vos concurrents, entre guillemets. Ou sinon, il faut faire un concours qui est le concours de l'école doctorale, et là qui permet d'avoir un financement au moins pour financer votre salaire, dans le cas où les laboratoires n'ont pas de financement. Donc j'ai passé ce concours de l'école doctorale que je n'ai pas obtenu, et 6 mois après ce concours, en fait, j'ai vraiment commencé ma thèse parce que c'était le temps en fait, qu'il leur fallait pour trouver des financements extérieurs. Et donc j'ai commencé ma thèse en février 2020, donc un mois avant le Covid, super. Donc c'est un doctorat en sciences de l'environnement. Donc l'intitulé, comme je disais, c'est Impact et transfert des microplastiques dans les lacs alpins. On ne s'intéresse pas uniquement aux impacts et au transfert. En fait, les deux objectifs vraiment majeurs de la thèse, c'est de faire un état des lieux de la contamination des microplastiques dans les lacs alpins et aussi d'essayer de déterminer quelles sont les sources majoritaires de ces microplastiques. Donc est-ce qu'ils proviennent plus des eaux usées, des eaux pluviales, des rivières, etc. Après, on avait d'autres objectifs à côté, notamment plus sur les impacts et les transferts. Mais ça, avec l'épidémie de la Covid, ça a été un peu chamboulé. Donc maintenant, on se concentre juste sur ces deux objectifs. Et donc, c'est une thèse qui est financée par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et la Fondation Université Savoie-Mont-Blanc. Et donc, au cours de cette thèse, je m'intéresse à 3 sites d'études qui sont les lacs du Bourget, les lacs d'Annecy et le lac Merlet supérieur. C'est un lac qui est situé au-dessus de Courchevel, dans le parc de la Vanoise. Vous y êtes peut-être déjà allé. On s'intéresse à ces 3 lacs-là, donc vraiment 2 lacs subalpins et un lac plus d'altitude, à environ 2500 mètres d'altitude, parce qu'on considère que celui-ci est normalement pas touché par les hommes. Enfin, il n'y a pas de source anthropique directe, à part peut-être les randonneurs. Mais on suppose que la plus grande source de microplastiques au niveau de ce lac, ce serait les retombées atmosphériques, où on retrouve aussi des microplastiques, notamment des fibres. Par exemple, il suffit qu'on frotte notre gilet ou notre t-shirt pour qu'il y ait quelques fibres en fait, qui s'envolent, comme du polyester, du polyamide. Et donc tout ça, c'est des microplastiques. Et on ne les voit pas, bien sûr, forcément à l'œil nu. On s'intéresse aux environnements lacustres parce que, comme on a beaucoup entendu parler, il y a quand même 80% des déchets marins qui proviennent des activités à terre. C'est pour ça que c'est super important de s'intéresser aux microplastiques au niveau des eaux continentales et pas que au niveau des océans et des mers, parce qu'en fait c'est là où on peut réduire aussi la source des microplastiques. Et il y a aussi très très peu d'études à travers le monde. À ce jour, au niveau des études sur les microplastiques dans les lacs, il y a peut-être une centaine de lacs qui ont été étudiés dans le monde entier. Et en France, pour le moment, ce sont les 3 seuls lacs qui sont étudiés. Enfin, il y a aussi le lac Léman qui a été étudié au niveau des microplastiques. Mais sinon, il n'y a que ces 3-là pour le moment. Donc, comme je disais tout à l'heure, au niveau des sources des microplastiques, alors ils peuvent provenir des retombées atmosphériques, donc que ce soit la pluie, la neige, le vent, etc. Ça peut provenir aussi des affluents, donc tout ce qui est rivière, aussi de la fragmentation des macroplastiques, donc par exemple une bouteille en plastique qu'on va jeter dans l'eau, vous vous doutez qu'elle va se fragmenter en plus petites particules, et c'est ça les microplastiques. Donc c'est des particules qui sont comprises entre 1 micromètre et 5 mm. 1 micromètre, c'est environ 100 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Donc autant vous dire qu'on ne les voit pas forcément à l'œil nu, ceux qui font 5 mm un peu plus. Après, ils peuvent venir aussi des eaux usées, donc des eaux pluviales comme je disais, et aussi des ruissellements de chaussées. Tout ce qui est fragments pneumatiques, on les considère aussi comme des microplastiques aujourd'hui.
Donc quand on a des fortes pluies qui ruissellent sur les chaussées, que ce soit à Chambéry ou sur les zones routières, ça peut venir jusqu'aux affluents, jusqu'aux rivières et après directement au lac. Donc ça, c'est vraiment les sources majeures des microplastiques dans les lacs aujourd'hui. En tout cas, c'est les hypothèses, il y en a peut-être d'autres. Ça, c'est un schéma rapide juste pour vous montrer les différents points d'échantillonnage. Donc en fait, on s'intéresse à la surface de l'eau, on échantillonne les 30 premiers centimètres à peu près de l'eau. On échantillonne aussi la colonne de l'eau, donc c'est sur toute la profondeur du lac. Par exemple, au lac du Bourget, il fait environ 140 mètres de profondeur. Donc ça nous arrive d'échantillonner de 130 à 0. Donc ça, c'est la colonne d'eau. On échantillonne aussi donc, tout ce qui est affluent, exutoire. Donc exutoire, les rivières qui sortent des lacs, qui rejoignent les fleuves. Les eaux usées aussi, les rejets d'eau usée. Les eaux pluviales, les retombées atmosphériques avec des systèmes. Tous ces systèmes, je vais vous les montrer en photo tout à l'heure. Et on échantillonne également les sédiments, grâce notamment à des trappes à sédiments pour voir justement le transfert des microplastiques de la surface jusqu'au fond des lacs. Donc ça, c'est tous les différents points qu'on fait sur les 3 lacs. Alors avant de commencer vraiment ma thèse et vraiment les terrains, il a fallu faire du développement de matériel. Ça commence souvent comme ça, une thèse. Donc on a développé un matériel qui s'appelle le drone amarant et qui nous permet d'échantillonner les microplastiques à la surface des lacs. Et en fait, c'est un système qui se télécommande donc à distance. Donc on peut rester à bord du bateau par exemple ou sur les berges et avec notre super manette télécommander le drone amarant et puis il se déplace tout seul et il échantillonne les microplastiques. Après, il y a eu plein d'étapes, là, comme vous voyez, d'optimisation. Il y en a encore une dernière qui n'est pas en photo ici, qu'on a encore optimisée, parce qu'il y a eu bien sûr plein de problématiques différentes au cours de l'optimisation. Parfois, on avait des filets un peu trop fins ou trop courts, et du coup, on essayait d'échantillonner les microplastiques, des grands volumes d'eau pour avoir le plus de microplastiques possible et d'être le plus représentatif possible. Mais en fait, on s'est rendu compte, par exemple, il n'y a pas longtemps, que le filet, au bout d'un moment, colmatait. Et du coup, on avait une vague à l'intérieur du filet qui ressortait avec tous nos microplastiques. Donc, il y a eu tous ces petits soucis-là à optimiser au fur et à mesure. Mais maintenant, on a un système qui fonctionne plutôt bien. Je vais vous le montrer en vidéo, normalement, si j'y arrive. Voilà. Il n'y a pas le son. Bon, là, il a encore été un peu optimisé. Normalement, il a un petit drapeau, etc. Et donc, on a les batteries devant avec un moteur. À gauche et à droite, en gris, c'est des flotteurs. Avec en dessous, on a des petites dérives et des petites hélices, en fait. Et au centre, on a notre filet qui a une maille de 50 micromètres et qui nous permet donc de récupérer les microplastiques au-dessus de 50 micromètres. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pour la surface de l'eau. Là, c'est d'autres photos du drone amarant. Sinon, tout à l'heure, je vous parlais de la colonne d'eau, donc sur toute la profondeur du lac. Pour ça, on utilise un filet circulaire qu'on vient accrocher en fait à un treuil. Et on va tout simplement le descendre. Donc c'est un grand filet circulaire qui fait à peu près 2 mètres de haut. Et on va le descendre au fond du lac, le remonter jusqu'à la profondeur qu'on souhaite. Et ensuite, on peut le fermer si on a envie, par exemple, d'échantillonner que de 50 à 30 mètres. On le ferme, il y a un système de bascule et puis on le remonte comme ça. Donc ça, on le fait, ces échantillonnages-là, on le fait sur les 3 lacs. Par contre, la colonne d'eau, on ne le fait pas sur le lac Merlet, parce que ce serait un système trop lourd, trop compliqué à transporter. Et sinon, pour les autres types d'échantillonnage, là, tout en haut, on a ce qu'on appelle une trémie ou aussi une jojowen. Donc ça, c'est tout simplement un grand entonnoir en métal qui nous permet de récupérer les retombées atmosphériques. Il y en a une jojowen qui est installée au-dessus de la bibliothèque universitaire.
Donc ça c'est pour notre site du Bourget, donc elle est installée à peu près depuis 2 ans et comme ça on récupère toutes les retombées atmosphériques et j'y vais à peu près toutes les 2 semaines en fait replacer un échantillon. Il y a aussi une jauge comme ça qui est installée plus vers le verrier du lac, donc près du lac d'Annecy, et on en a aussi 2 qui sont installés au lac Merlet supérieur, où là c'est un petit peu plus compliqué, on a perdu beaucoup d'échantillons parce que c'est en haute altitude et donc on a des problématiques d'avalanche, de glissement de terrain et du coup on a retrouvé nos trémies parfois un peu tordues. Mais là on en a installé 2, donc on espère cet été les récupérer saines et sauves. Donc ça c'est pour les retombées atmosphériques. Là c'est pour les eaux pluviales. Donc en fait, c'est 2 canaux qui sont au niveau d'Annecy-le-Vieux, où là, on va échantillonner tout simplement les eaux pluviales pour voir si on a beaucoup de microplastiques au sein de ces eaux pluviales. Et ces eaux-là, en fait, sont directement rejetées dans le lac d'Annecy, c'est ça qui est intéressant. Donc comme ça permettra, s'il y en a beaucoup, d'alerter vraiment les autorités publiques, notamment au niveau du lac d'Annecy, pour qu'ils mettent quelque chose en place à ce niveau. Et enfin, donc on échantillonne aussi les sédiments. Alors soit il y a des plongeurs qui viennent avec nous au niveau du lac Merlet supérieur, où là ils vont prendre des bocaux en verre tout simplement et racler en fait les 5 premiers centimètres environ de la surface des sédiments. Ou soit, comme au lac du Bourget, on pose des trappes à sédiments. Là c'est ce qu'on appelle une trappe séquentielle à sédiments. Celle-là, elle est posée depuis maintenant une dizaine de mois au large d'Aix-les-Bains, sur environ 50 mètres de fond. Donc bien sûr on ne la voit pas, il y a juste une petite bouée de surface blanche que vous pouvez peut-être apercevoir si vous allez par là-bas. Et donc cette trappe, en fait, c'est une trappe motorisée qui est composée de 12 flacons et ça nous permet de récupérer la sédimentation, par exemple, toutes les 2 semaines. Là, en ce moment, toutes les 2 semaines, il y a le plateau qui tourne. En fait, il y a un flacon qui se remplit, il tourne et le deuxième flacon commence et ainsi de suite. Et comme ça, on peut vraiment se rendre compte à la fin s'il y a eu plus de sédimentation à une certaine période ou à une autre. Et donc aussi voir s'il y a plus de microplastiques à certaines périodes que d'autres qui sédimentent au fond du lac. J'ai une question. Oui. Du coup, les microplastiques, il y a une partie qui flotte et l'autre partie qui coule, c'est ça? Oui, c'est une bonne question. Alors, effectivement, il y a les plastiques, en fait, ils ont des densités différentes. Il y en a qui ont des densités assez importantes et d'autres plus faibles, donc il y en a qui vont être amenés à flotter et d'autres forcément à couler. Par exemple, tout ce qui est PVC, ça va normalement couler. Tout ce qui est fibre, polyéthylène, ça va plutôt rester en surface, mais ça va dépendre aussi de la forme du microplastique, si c'est une fibre, si c'est un fragment, etc. Mais c'est un peu plus compliqué que ça parce que en fait, c'est un microplastique, une fois qu'il est dans l'environnement, ça peut être aussi un super radeau pour des microalgues, pour des micro-organismes, et du coup ça peut l'alourdir et augmenter sa densité. Donc peut-être qu'il y a des microplastiques qui ont tendance à flotter, qui en fait se retrouveront quand même au fond du lac au bout d'un certain moment. J'ai une question aussi. Oui. Quand vous dites les eaux pluviales, elles sont renversées dans le lac. Les eaux pluviales, c'est tout ce qui est les égouts qu'on voit dans le des alors en fait au niveau du lac du Bourget, les eaux pluviales normalement elles sont récupérées par des réseaux, mais parfois quand il y a vraiment des très 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 fortes pluies, ils ne peuvent pas récupérer toutes les eaux pluviales, donc elles sont rejetées directement dans la Lesse. Les eaux pluviales en fait c'est tout ce qui va être ruissellement. Par exemple, les salpilles dans le caniveau, ça va directement dans le lac ou ça passe par un Ça dépend, si c'est par temps de pluie extrême, il y a des risques que ça arrive dans le lac. Si c'est par temps sec, non. Et donc, pour continuer, une fois qu'on a nos échantillons, donc là, je retourne au laboratoire et là, il faut les traiter, les échantillons. En fait, il faut imaginer qu'un échantillon d'eau ou de sédiments, c'est plein de matières minérales, plein de matières organiques. Et en fait, il faut les nettoyer. Il faut enlever toute la matière minérale, toute la matière organique, parce que sinon, les microplastiques, on ne les voit pas. Et pour la dernière analyse, sinon, ça va être très très compliqué, en fait, vraiment de les identifier et de les quantifier.
Et du coup, pour ça, on fait une première étape qu'on appelle une attaque oxydante avec du peroxyde d'hydrogène, c'est de l'H2O2. Donc ça, normalement, ça va nous permettre d'enlever la matière organique, donc tout ce qui est algues, feuilles, etc. Ensuite, on va faire une deuxième étape qu'on appelle un tri densimétrique avec notamment du chlorure de zinc ou du bromure de sodium, peu importe. Enfin, quoique, pas peu importe, parce que justement, pour revenir à ta question, c'est pour le tri densimétrique, en fait, ça va nous permettre de récupérer tous nos microplastiques en surface à une certaine densité et tout le reste de le faire sédimenter au fond de nos tubes. Et selon le produit qu'on va utiliser, par exemple du chlorure de zinc ou du bromure de sodium qui ont des densités différentes, on va récupérer plus ou moins de plastique. Par exemple, si on a une densité de 1,5, de 1,6, etc. Donc c'est quand même une étape très importante. Et ensuite, une fois qu'on a fait ces deux étapes, bon là ça paraît facile, mais parfois les étapes, il faut vraiment les multiplier et c'est pas évident. Mais normalement, si ça se passe bien, après on passe à une filtration et on récupère en fait tous nos microplastiques sur ce petit filtre en silicium. C'est un filtre qui fait 1 cm sur 1 cm, donc c'est vraiment tout petit. Et donc là, théoriquement, on n'a plus que des microplastiques. En réalité, on a encore de la matière organique et de la matière minérale, ce qui complique un peu l'analyse qu'on fait ensuite au microscope infrarouge. Donc là, c'est tout le système. En fait, à droite, on a un microscope à gauche, on a le microscope et à droite, le spectromètre infrarouge. Donc en fait, ça, c'est un microscope qui nous permet de voir notre échantillon, voir nos microplastiques. Et grâce à l'infrarouge, on va pouvoir savoir quel type de microplastique on a sous les yeux. Si c'est du polyéthylène, du polypropylène, du polyamide, du polyester, etc. Et comme ça, on quantifie et on identifie nos plastiques. J'ai une question. Oui. Je pense que ça va être ça. De comment en fait vous quantifiez à partir de cette petite surface. Enfin, comment vous faites pour quantifier les microplastiques? Alors en fait, on va faire une image en quelque sorte de toute la surface du filtre. Et ensuite, selon le type de filtre, on va faire de la sélection en fait manuelle des particules. Donc par exemple, là sur ce filtre, avec l'ordinateur, je vais pouvoir faire mes petits carrés, là, mes petits focus sur les particules. Et comme ça, l'infrarouge va directement aller sur la particule. Et comme ça, je saurai quel type de plastique c'est. Et ensuite, tout simplement, en fait, on a des tableaux où comme on sait le nombre de particules qu'on a sur un filtre. Et en fait, on sait le volume d'eau qu'on a filtré. Et comme ça, on ramène un nombre de particules par mètre cube, par exemple, ou par kilogramme de sédiment. Et du coup, ça veut dire, très pratiquement, tu les comptes un par un, tu envoies l'infrarouge dessus, tu dis, ok, ça c'est du polyéthylène, tu notes Oui. ça un par un, quoi. Oui, c'est ça. C'est très long. C'est très très long, ça prend beaucoup de temps. Après, on ne va pas forcément faire tout le filtre pour tous les échantillons. Parfois, si on a un filtre qui est très homogène, où on a l'impression vraiment que tous les microplastiques sont bien répartis sur tout le filtre, on va faire par exemple que 5 images de 100 micromètres sur 100 micromètres, et comme ça, on va gagner du temps. Mais normalement, notre appareil, si notre filtre est propre et qu'il n'y a que des microplastiques et plus de matière minérale ni de matière organique, normalement, le microscope infrarouge est vraiment capable de faire tout ça de manière automatique. En fait, normalement, il est capable d'identifier les particules de manière automatique et me donner les résultats, et c'est bon, c'est réglé. Mais en pratique, ça ne se passe pas comme ça, parce que pour le moment, on n'a pas réussi à avoir un protocole parfait qui nous permet que d'avoir des microplastiques et zéro particules organiques ou minérales. Du coup, on fait un peu au manuel, quoi. Et donc ça, oui, c'est un exemple, par exemple, de ce que je vois au microscope. Ça, c'est une image en visible. Voilà. Et on voit bien que là, bon, il y a certainement, certains sont sûrement des microplastiques, mais d'autres sont très certainement aussi de la matière minérale ou organique. On va pas le voir à l'œil nu forcément si c'est du plastique ou pas. Et même si on a une jolie fibre rouge ou bleue, ça peut très bien être de la cellulose par exemple, ou du coton ou autre chose.
Donc c'est pour ça que cette étape d'identification avec l'infrarouge est vraiment importante. Voilà, j'ai quasiment fini. Là, c'est juste pour aller plus loin, si ça vous intéresse. Au début de ma thèse, on a publié avec mon équipe une review qui s'appelle Microplastic Pollution of Worldwide Lakes. Et donc, ça parle en fait de toutes les études qu'il y a eu dans le monde à travers toutes les études sur les microplastiques qu'il y a eu dans le monde au niveau des environnements lacustres uniquement, pas sur les mers ou les océans, mais ça recense en fait toutes les études et aussi toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui, parce que c'est vraiment une recherche qui est toute nouvelle, donc il n'y a pas du tout de standardisation des protocoles ou quoi que ce soit. Donc c'est aussi très compliqué de comparer les études entre elles. Par exemple, si vous entendez qu'au lac Léman, il y a tant de plastique par mètre cube et que dans un autre lac, il y a tant de plastique par mètre cube, on ne peut pas directement comparer parce que ça dépend des méthodes de traitement, d'échantillonnage, etc. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Et du coup, les résultats pour le lac du Bourget et surtout le lac d'altitude, au niveau de la concentration microplastique? Alors là, pour le moment, les résultats préliminaires, on voit qu'on a des microplastiques dans tous les cas, dans toutes les matrices, donc que ce soit l'eau de surface, l'eau de colonne, les sédiments, les retombées atmosphériques, et que ce soit au niveau des lacs d'altitude ou des lacs subalpins. Par contre, on n'est pas encore en mesure de donner des concentrations exactes de particules par mètre cube, parce que justement, on a toute une batterie de tests et de vérifications à faire en amont pour être sûr de ce qu'on dit. Notamment au niveau des méthodes d'échantillonnage, au niveau des méthodes de traitement. Mais en tout cas, il y en a, et les premiers résultats montrent que les concentrations seraient relativement faibles. Mais encore, c'est des résultats préliminaires, donc à vérifier. Parce que j'avais vu une recherche sur un des lacs comme l'écran. Oui. Un lac qui était un lac et c'était assez impressionnant la quantité de Au niveau des écrins, le lac pavé, peut-être ou... D'accord. Oui. Après, c'est pas des études qu'on a fait nous, donc c'est difficile de savoir en fait vraiment ce qu'il y a derrière les études. Il faut savoir aussi qu'au niveau des spectres infrarouges, par exemple, quand j'essaye d'identifier mes microplastiques, le microscope va me dire ça c'est du polyéthylène, ça c'est du polypropylène, ça c'est du polyamide. Mais parfois il se trompe et parfois c'est moi qui dois choisir en fait. Donc c'est une analyse qui est quand même très subjective. Et donc d'un analyste à l'autre, on peut ne pas avoir les mêmes résultats à la fin. Donc c'est ça qui est très compliqué en fait au niveau des résultats sur les microplastiques aujourd'hui. Et par exemple, pour en revenir au spectre infrarouge, quand on a reçu notre microscope infrarouge de l'entreprise, on nous a donné une bibliothèque en fait, de spectres infrarouges de plastique tout neuf. Donc des spectres infrarouges, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est, enfin, par exemple pour une matière, le polyéthylène, on va avoir des pics à certains endroits qu'on ne va pas avoir à d'autres endroits pour le polypropylène par exemple. Mais ça, c'est pour des plastiques qui sont tout neufs, qui sont tout beaux, tout propres. Sauf que ceux qu'on retrouve dans l'environnement, ils ne sont pas du tout comme ça. Ils ont été altérés par l'activité du soleil, par les vagues, etc. Et du coup, les spectres, ils sont altérés. Et ils ne ressemblent pas forcément au spectre de base des plastiques neufs. Et donc pour ça, il faut aussi faire toute une bibliothèque en amont où on va au bord des lacs, on ramasse les déchets et puis on les passe sur la machine pour faire en fait un spectre, par exemple, de polyéthylène altéré par l'environnement. Donc il y a vraiment beaucoup de problématiques. Lac 2 ? D'accord. J'en ai pas entendu parler, mais je regarderai. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a une étude actuellement sur les microplastiques, enfin leur impact sur la biodiversité, sur la faune ? Au niveau des environnements lacustres, en tout cas en France, il n'y en a pas. Après, il y a pas mal d'études.
il y a eu des études sur différents organismes, poissons ou autres, qui ont montré que, et aussi sur l'espèce humaine, enfin pas réellement des études, mais enfin, qui ont montré, enfin qui ont posé des hypothèses comme quoi les microplastiques seraient dangereux, mais surtout au niveau des perturbateurs endocriniens. Pas en fait au niveau du plastique en lui-même, mais plutôt au niveau des additifs qui sont ajoutés lors de la fabrication du plastique. Par exemple, quand on fabrique un plastique, on va ajouter différents ingrédients, comme par exemple des phtalates, qui sont aujourd'hui des perturbateurs endocriniens, et ça va permettre de rendre le plastique plus souple, plus résistant, coloré, etc. Et c'est ça qui serait le plus dangereux. Parce qu'en fait, quand on l'ingère ou quand ils sont dans l'environnement, ils vont relarguer ces substances et donc ces perturbateurs endocriniens. Et donc il y a eu des études sur les poissons qui montraient notamment que ça posait des problèmes au niveau de la fertilité, par exemple, ou du développement embryonnaire, etc. Et ils soupçonnent aussi pour l'espèce humaine que les microplastiques poseraient aussi une problématique au niveau de tout ce qui est maladie inflammatoire de l'intestin. Ça, c'est une étude qui est sortie très très récemment. C'est vrai qu'on en retrouve un peu partout. Il y a des études qui ont montré qu'on a des microplastiques dans les poumons, notamment des fibres par exemple, ou aussi dans le placenta. Il y a une étude italienne qui a montré sur une dizaine de femmes à peu près qui retrouvaient des microplastiques aussi dans le placenta, etc. Donc c'est quand même assez alarmant, mais pour le moment on n'est pas vraiment en mesure de dire c'est extrêmement dangereux pour l'espèce humaine ou pas, même si on est beaucoup à le penser. Mais on est en science et donc il faut prouver scientifiquement que c'est dangereux. Oui. J'avais une question au niveau du matériel que tu as utilisé. Il y avait plusieurs prototypes. Du coup, tu as dû travailler en collaboration avec des ingénieurs, peut-être, parce que ça me paraît compliqué de réfléchir. Oui, tout à fait. En fait, au niveau du laboratoire, la Editel, il y a vraiment plein de personnes différentes, que ce soit des ingés, des chercheurs, etc. Et il y a notamment une personne qui m'a énormément aidée, qui s'appelle Philippe Fanget, qui est avec moi au laboratoire. Et lui qui est ingé et super mécano et bricoleur, et du coup qui fait tous les prototypes en fait pour le terrain selon les besoins des chercheurs. Donc oui, heureusement qu'il était là parce que j'aurais pas pu concevoir tout ça toute seule. Parce que là c'est vraiment de la mécanique et du bricolage. Et oui. Moi j'ai une question au niveau de ton protocole. On voit que du coup il y a des choses que tu fais sur certains lacs mais pas sur d'autres. Par exemple typiquement pas carottage mais l'échantillonnage en profondeur sur le lac d'altitude tu ne le fais pas. Non. Du coup c'est pas hyper homogène. Est-ce que ça pose pas un problème à la fin en fait quand tu vas analyser tes résultats? Alors ça pose pas problème parce qu'en fait on a choisi ces 3 lacs pour répondre à des questions très précises. Donc notamment pour le lac d'altitude, on s'intéresse surtout à la surface de l'eau, mais aussi aux retombées atmosphériques. En fait, on essaie vraiment de déterminer les sources majoritaires des microplastiques dans les lacs. Et du coup, on a pris plusieurs points d'échantillonnage sur chacun des 3 lacs. Donc le lac Merlet, ça a vraiment nous donné une base de données sur les retombées atmosphériques en haute altitude, voir si à ce niveau-là, on a déjà beaucoup de microplastiques ou pas. Et comparer bien sûr avec les lacs subalpins. Et par exemple, le lac du Bourget, on échantillonne les rejets d'eau usée, donc au niveau du Rhône, mais aussi exceptionnellement dans la Lesse, qui est l'affluent majeur du lac du Bourget, où parfois on a des rejets d'eau usée parce qu'ils ferment la galerie de rejets au Rhône. Je ne sais pas si vous savez, mais toutes les eaux usées des agglomérations de Chambéry, du Bourget, passent par un canal qui passe sous le massif de l'Épine. Et ensuite, c'est rejeté directement dans le Rhône. C'est bien sûr des eaux usées qui sont traitées, hein. Ils ne les jettent pas comme ça, mais de temps en temps, ils font des travaux en fait, au niveau de ce canal, de ce tunnel. Et donc, exceptionnellement, ils rejettent dans l'affluent, donc la Lesse. Et enfin, le lac d'Annecy,
lui, on l'a plus choisi pour échantillonner du coup les eaux pluviales qui sont directement rejetées dans le lac. Donc c'est comme ça en fait c'est plus pour répondre à la problématique des sources. Et donc ça pose pas problème si on n'a pas exactement le même type d'échantillonnage. Du coup, à la fin, vous n'allez pas faire une grosse comparaison entre les trois lacs On va faire des comparaisons surtout sur la surface de l'eau, les sédiments aussi, et quand même bien sûr les retombées atmosphériques, pour faire vraiment un état des lieux de la contamination et quand même effectivement une comparaison avec les échantillons qui sont les mêmes en fait sur les trois sites. Mais du coup la colonne effectivement on ne le fait pas au lac Merlet parce qu'on y va à pied. Et on a déjà le gros système que vous avez vu de drone amarrant à transporter, et du coup encore le système de filet colonne, ça serait trop compliqué. Et il faudrait carrément un bateau en fait pour faire le trait de filet en profondeur. Donc c'est pas trop possible. Oui. Et au niveau des échantillonnages, du coup, vous essayez d'échantillonner sur un peu tout le lac, ou vous partez de l'hypothèse qu'il est un peu homogène et vous pouvez échantillonner qu'à un endroit précis? Alors en fait, on échantillonne à des zones bien précises. Je vais vous remettre le schéma qui est là. Voilà, ça c'est toutes les zones où on échantillonne. Alors en fait, pour donner un exemple, par exemple pour la surface de l'eau, c'est les cercles jaunes. Donc, par exemple, au niveau du lac du Bourget, on va échantillonner au centre, donc plus au niveau en fait du point jaune. Ça, on suppose que le centre, c'est là où on aurait ça représente, on va dire, une concentration normalement à peu près homogène du lac. Et après, on échantillonne aussi à des zones très précises, comme au nord au niveau de l'exutoire, et au sud au niveau de l'affluent majeur du lac, pour voir si on a une grande différence en fait entre ces trois points. Et Annecy, c'est à peu près pareil, on va aussi échantillonner au centre parce qu'on considère que c'est à peu près homogène et pas directement impacté par des affluents par exemple. Et pareil, on échantillonne au nord au niveau de l'exutoire et au sud au niveau des affluents. Voilà, on a différents points. Pour les sédiments, non. Alors au niveau des sédiments, au lac d'Annecy, on en a quelques-uns aussi qu'on a choisis à des zones quand même précises, notamment au niveau des zones urbaines. Et au niveau du lac du Bourget, là on a juste posé notre trappe à sédiments, donc qui récupère en fait vraiment la sédimentation tout au long de l'année. Et au niveau du lac Merlet, on a différents points. Là qu'on a placé un peu arbitrairement en fait sur ces zones pour essayer d'avoir une représentativité du lac, et un dernier point quand même au niveau de l'exutoire pour voir si là on a une concentration qui est plus importante en sortie de lac en fait. Oui. Est-ce que vous avez des protocoles qui permettent d'éviter les contaminations quand vous utilisez un filet quelque part, et que vous allez mesurer avec le même matériel ailleurs, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait est-ce que ça n'a pas d'impact? Si par exemple j'utilise un filet au lac du Bourget et au lac d'Annecy pour pas avoir de la contamination de microplastiques. Même par rapport à la colonne d'eau, pour éviter de récupérer les microplastiques qui soient à une hauteur donnée et qui ne soient pas là où vous voulez aller échantillonner. J'ai pas bien compris la question. En utilisant le même matériel d'échantillonnage, oui. Est-ce que ça peut vous arriver que vous ayez des problèmes de contamination avec des plastiques qui ne sont pas issus de l'endroit où vous allez échantillonner? Ah oui, d'accord, je vois. Alors en fait, les protocoles qu'on met en place, effectivement, on utilise les mêmes types de filets pour chacun des trois lacs. D'ailleurs, ce qui serait encore mieux, c'est effectivement d'avoir un filet pour chaque lac, en fait, un type de matériel pour chaque lac. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on rince en fait, on rince nos filets avant et après l'utilisation, et on fait aussi des blancs, ce qu'on appelle des blancs terrains. Donc par exemple, avant de mettre notre filet, de faire circuler notre drone amarrant, on va le rincer 3, 4, 5 fois et récupérer ce blanc pour voir si à l'intérieur on a des microplastiques. Et si on en a à l'intérieur, on les soustrait en fait à la fin
par rapport aux résultats qu'on trouve dans le lac. C'est comme ça qu'on procède. Éventuellement, ça peut être des contaminations d'autres lacs, mais ça peut être aussi des contaminations de nos vêtements. Après, on essaie toujours de porter du coton ou des blouses pour éviter les contaminations de nos échantillons. Et bien sûr, on fait aussi des blancs après au laboratoire pour être sûr qu'on ne contamine pas nos échantillons pendant qu'on fait les traitements au laboratoire. Ça répond à la question. C'était le parce que j'avais pas pensé au fait que vous puissiez avoir le même matériel. Je pensais qu'il y avait vraiment une séparation en termes de... Oui. Non mais oui, c'est pas le cas. C'est du matériel en fait qui coûte, surtout les filets, ils coûtent extrêmement cher et du coup on n'est pas en mesure d'avoir un matériel par lac, enfin un type de filet par lac, mais c'est sûr que ça serait encore mieux d'avoir vraiment le matériel pour chaque site d'étude. Ça éviterait des contaminations supplémentaires. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Que ce soit sur les microplastiques ou autre chose. Hein. Oui. Moi, je me demande du coup, tu avais parlé de ce problème au début avec le filet, du fait que l'eau faisait en fait une vague et que ça sortait. Oui. Comment vous avez résolu ça? Parce que je vois pas en fait comment on peut faire en sorte que ça se fasse pas. Alors, ça déjà, on s'en est rendu compte parce qu'en fait, plus on échantillonnait des volumes d'eau grands, moins on avait de microplastiques dans nos échantillons. Donc, ça posait quand même un peu un problème. Donc, comme ça, heureusement, on s'en est rendu compte, il n'y a pas très longtemps, donc quand même un peu tard, mais c'est des choses qui arrivent. Et en fait, pour contrer ça, on a un peu surélevé le filet. En fait, le filet était quasiment complètement dans l'eau, donc je parle du drone amarrant, le cadre du filet. Donc là, on a un petit peu surélevé et on a surtout allongé le filet. Et du coup, le fait d'allonger le filet, ça permet d'avoir une vague qui est beaucoup plus longue et qui ressort moins facilement. Et en plus de ça, on a réduit du coup le volume de nos échantillonnages, le volume d'eau qu'on filtre. Après, on aurait pu par exemple changer de filet et prendre une maille de filet qui est plus grande. Par exemple, il y a beaucoup d'études qui utilisent du 300 micromètres ou du 100 micromètres. Nous, on a pris petit parce qu'on voulait essayer d'attraper le plus de microplastiques possible. Mais du coup, on est contraint à réduire un peu le volume qu'on filtre aussi. Oui. Mais du coup, par rapport à des études équivalentes, est-ce qu'il y a des... Comme par exemple, ils vont filtrer sur 20 mètres, et du coup, tout le monde doit filtrer sur 20 mètres. Enfin, il y a des échelles comme ça, je sais pas comment dire. Alors, en fait, on a tous un peu nos protocoles perso de traitement et d'analyse et de récupération des échantillons, enfin sur le terrain. Du coup, théoriquement, là, en fait, les études ne sont pas du tout comparables les unes entre les autres. Par contre, là, récemment, on a envoyé des échantillons à un projet qui s'appelle Galactic, qui est un projet tenu par une équipe scientifique italienne et qui, eux, essayent en fait de faire un état des lieux de la contamination des microplastiques de plein de lacs dans le monde. Et donc, ils ont demandé à des équipes si ils voulaient participer ou pas. Donc, nous, on a participé. Et ils nous ont dit, vous faites un échantillonnage sur 100 mètres avec un filet de 50 micromètres pendant tant de temps. Et vous aurez tel ou tel volume filtré. Et ça, on leur a envoyé. Et là, normalement, ils sont en train d'écrire un article. Et là, ils vont être en mesure de comparer. Vraiment, parce qu'on a tous utilisé la même méthode d'échantillonnage. Et ensuite, c'est l'équipe italienne qui a envoyé les échantillons, qui ont traité tous les échantillons de la même manière. Et qui les ont analysés de la même manière. Donc là, normalement, on sera en mesure de comparer. Ok, merci. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi de répliquer un protocole qui existait déjà? Pourquoi tu t'es dit, vas-y, il y a déjà plein de protocoles qui existent, mais moi je vais quand même en faire un différent? Comme il y en a déjà 100, du coup je me dis, c'est une bonne question. En fait, il y a énormément de protocoles au niveau des océans et des mers.
qui ne sont pas forcément très bien adaptés pour les environnements lacustres. On a essayé un premier protocole qui était tout simplement de tirer un filet depuis le bateau. Donc ça, c'est un protocole qui se fait beaucoup avec des filets Manta, où il y a juste le filet qui est accroché derrière le bateau, il le tire pendant un certain moment et il récupère comme ça. Mais pour nous, ça veut dire qu'il y a forcément de la contamination, parce qu'avoir un filet comme ça derrière un bateau, on pense qu'il y a forcément de la contamination en microplastique. Et en plus de ça, les fois où on a utilisé ça, notre filet a complètement craqué, plusieurs fois. Donc on s'est dit que c'était pas forcément la bonne méthode sur les lacs. Donc on a effectivement essayé de créer le meilleur protocole d'échantillonnage et de traitement pour nous au niveau des lacs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est très compliqué, qu'il n'y a pas de standardisation, parce qu'en fait selon le type de matrice qu'on étudie, si c'est de l'eau en mer, en océan, si c'est des lacs, si c'est des sédiments, des retombées atmosphériques, etc., c'est très compliqué et je ne sais même pas si c'est possible en fait de créer un protocole qui est vraiment standardisé pour tous les chercheurs. Je me rappelle plus du nom de l'étude qui a été faite un peu partout, Galactique. C'était que Oui. sur les écosystèmes lacustres du coup? Oui, c'est uniquement sur les écosystèmes lacustres. Okay. Ouais. Okay. Et là, après, au niveau du laboratoire EDITEM, donc là, dans le cadre de ma thèse, il y a ces 3 lacs qui sont étudiés, mais il y a aussi un projet plus global qui s'appelle Plastilac, qui est tenu donc par mon encadrant de thèse qui s'appelle David Gateuil et qui travaille avec une ONG qui s'appelle Aquality, que vous connaissez peut-être. Et en fait, ils font des échantillonnages de microplastiques dans tous les lacs alpins en haute altitude, donc que ce soit dans la Vanoise, dans les Aiguilles Rouges, dans les Écrins, etc. Et ils ont fait aussi l'année dernière le tour du massif du Mont Blanc. C'est le projet qui s'appelle Clean Mont Blanc, pour faire des échantillonnages au niveau donc microplastique toujours de tous les torrents glaciaires du massif du Mont Blanc. Et ils sont aussi montés sur le sommet du Mont Blanc pour faire des échantillonnages à ce niveau-là. Donc il y a vraiment pas mal d'études là en cours au niveau du labo sur la thématique. Voilà, si vous n'avez plus de questions, je vous remercie en tout cas pour votre intérêt sur les microplastiques et toutes ces questions. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris plein de choses. Et puis, d'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais vous pouvez aussi agir à votre échelle, hein, bien sûr, pour réduire la pollution aux microplastiques. Donc, par exemple, porter plus de vêtements en fibres naturelles, éviter d'acheter du plastique à usage unique, ce genre de choses, tout simplement. On a tous notre petite pierre à mettre à l'édifice, quoi. Voilà, merci.